Je vous attendais. Cher public. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer des microbes en microbes brillants. On va colorier des microbes. Et vous savez ce qu'est la fiche? Rien à voir avec les poissons. La fiche, pour fluorescence in situ hybridization, est une technique de microscopie qui vous permet de repérer des microbes au microscope. Ah oui, parce que les micro-organismes, ils se ressemblent tous. C'est quand même difficile de faire la différence entre plusieurs groupes de microbes, vu que quand vous regardez des bactéries ou des archées, vous pouvez le voir ici, ils ont tous la même tête. Hormis 2-3 qui font les malins, avoir une forme de cube. Cela, on va en reparler plus tard, beaucoup plus tard. Et c'est bien là le problème, c'est qu'un micro-organisme, on veut l'identifier. Alors comment on peut faire? Eh bien c'est très simple, on va utiliser cette technique. C'est une technique très intéressante puisqu'elle permet d'éviter de cultiver le micro-organisme en question, et par exemple dans les cas pour la recherche de pathogènes, c'est très pratique. Sauf qu'ici on n'est pas en médecine, on est en microbiologie. Oui, il y a une nuance. Et également en microbiologie, on se sert beaucoup de la fiche. Il ne doit pas se passer une semaine sans que je ne fasse pas une fiche au labo. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi c'est une technique cool. Le principe de la fiche, il est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une sonde à ADN ou à ARN avec un fluorophore, c'est-à-dire une molécule qui va, dépendamment de la longueur d'onde d'excitation, va émettre une lumière. C'est-à-dire, pour faire simple, que si on la met en présence de lumière bleue, on va peut-être avoir de la lumière jaune émise par ce fluorophore. Fluorophore, c'est donc une petite molécule qui va réagir et émettre de la lumière, caractéristique. Cette petite molécule, on va l'accrocher à un brin d'ADN qui sera notre sonde. Ce fluorophore, il va être attaché à un brin d'ADN, un petit brin, une suite de 15 à 20 nucléotides, et composant des séquences génétiques A, T, C et G, et cette séquence elle va être plus ou moins spécifique en fonction de ce que l'on cherche. On peut rechercher une archée ou une bactérie, on peut rechercher un groupe de ces micro-organismes, on peut rechercher une classe ou un phylum. Ça permet de regarder à un niveau phylogénétique. C'est d'ailleurs pour ça que la fiche a également été décrite comme une coloration phylogénétique. Alors brièvement, les nucléotides A, T, C et G vont former une suite de lettres. Cette suite de lettres va être un code, ce code sera donc un gène, et l'ensemble des gènes sera donc le génome. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de regarder si un micro-organisme est présent. On va donc regarder la séquence spécifique d'un gène spécifique à ce micro-organisme. Et donc, on va prendre un enchaînement de 15 à 20 nucléotides de manière très spécifique. Si jamais il y a une hybridation, ça veut dire qu'il y a ce gène, et s'il y a ce gène, ça veut dire qu'il y a notre micro-organisme. C'est très pratique parce que ça permet d'observer les micro-organismes dans leur environnement, comment ils interagissent entre eux, et également comment ils interagissent avec les sédiments, par exemple. Oh putain, les sédiments. On peut utiliser cette technique sur plein d'échantillons différents, des tissus, des cultures pures, des biofilms ou bien des sédiments. Et ça va mal se passer. Alors la fiche, ça demande quand même un peu de préparation. Après que vous ayez échantillonné, par exemple des sédiments, sur ce quoi je travaille, vous allez fixer vos sédiments. Vous allez empêcher toute réaction biologique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois fixés, vos sédiments vont rester dans cet état pour, à condition que vous les conservez bien. Mais ça devrait le faire normalement. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Une fois l'échantillon fixé, on va l'hybrider avec des sondes et on va l'observer au microscope. La fiche, c'est une technique qui a énormément évolué au fil des années. En effet, on est parti de sondes qui utilisaient du matériel radioactif plutôt que des fluorophores. Et maintenant on se retrouve à utiliser des techniques d'immunohistochimie ou d'immunologie. C'est-à-dire qu'on utilise des réactions enzymatiques ou on utilise également des réactions avec les anticorps. On peut aussi se passer de tout ça et utiliser les fluorochromes les plus classiques. Pas besoin de pousser non plus dans la complexité. C'est déjà assez complexe comme ça. Alors les bons côtés de la fiche, c'est quoi? Il y en a plein. Déjà, c'est une technique assez simple une fois que vous la maîtrisez. De plus, c'est une technique qui permet d'observer les micro-organismes sous votre microscope et de les différencier. Ça, c'est vachement chouette. De plus, vous colorez des microbes. Ça fait que vous pouvez faire de jolies photos. Ça, c'est encore plus chouette. Et enfin, ça vous permet de voir les relations qu'ils ont entre d'autres microbes et leur environnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Par exemple, cette photo de Bethius et collègues en 2000, c'est une photo historique en microbiologie, parce qu'elle a prouvé l'existence d'un consortia, c'est-à-dire un agglomérat de deux types de micro-organismes ou plus, et ça a permis de mettre en évidence un métabolisme qui jusqu'ici n'avait été décrit que théoriquement, l'oxydation anaérobie du méthane, faite par les anaérobies méthanotrophes et les sulfato-réductrices, des bactéries qui réduisent le sulfate. Elles respirent le sulfate. Ne faites pas ça chez vous. Alors ça paraît simple comme ça, mais à l'époque c'était quelque chose d'énorme. Comme ma bite. Mais même encore aujourd'hui, cette publication, par exemple dans mon domaine, elle est vraiment, c'est une des plus importantes qui a été publiée. Oui, j'aime beaucoup cette publi. J'aime beaucoup la technique.
Mais bon, c'est une technique et comme toute technique, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors les mauvais côtés, c'est que déjà, faut former quelqu'un. La fiche, c'est une technique relativement simple, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement, c'est normal. En plus, il faut quand même du matériel de bonne qualité. Je parle pas forcément de vos échantillons qui doivent être toujours de bonne qualité, ou de vos produits chimiques, mais ne serait-ce que de votre microscope. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça sur un microscope de faible qualité, avec des émissions de lumière faibles, vous allez avoir une image toute dégueu. Et vous voulez pas avoir une image toute dégueu, vous voulez avoir une belle image, pour faire un beau papier. De plus, ça peut prendre un peu de temps. Bon, en microbiologie, ça va, mais vous pouvez avoir des étapes d'hybridation, et là je parle que de l'étape d'hybridation, qui n'est pas, qui n'est qu'une étape parmi tant d'autres, qui peut aller jusqu'à 12 heures, voire même plusieurs jours. Mais bon, moi par exemple au labo, j'ai besoin que de 3-4 heures. Enfin, moi ce que je considère comme être un des plus gros problèmes, et ce que je rencontre toutes les semaines, c'est l'autofluorescence de votre matériel. Oh putain, les sédiments. En effet, je vous l'ai dit, je fais de la fiche sur sédiments. Et le problème, c'est que les sédiments sont autofluorescents. L'autofluorescence, c'est quoi? C'est la capacité naturelle qu'ont certains éléments à émettre de la fluorescence. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas traiter vos échantillons avec aucune molécule fluorescente et avoir de jolis résultats comme ça. Ou ça. Ou même ça. Ça, c'est exactement ce que je veux pas voir. Pour la petite anecdote, il m'arrive très souvent de faire des témoins négatifs, c'est-à-dire que je prends des sédiments, je ne les touche pas, je les mets juste sur ma lame de microscope et je les observe en microscopie. Et je fais passer plusieurs filtres lumineux pour voir un peu l'état de la fluorescence. C'est très souvent que j'ai un collègue qui arrive à ce moment-là, où j'ai un panel multicolore d'images, et qui me dit « mais c'est magnifique, tu dois être très fier de toi ». Et je réponds « ouais, c'est exactement ce que je ne veux pas voir. Parce que l'autofluorescence, c'est une sacrée pute. » On va faire un petit focus sur les sondes. Alors les sondes, donc le couple de brins d'ADN plus de fluorophore, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose de fondamental pour notre technique. On va utiliser la capacité de l'ADN à s'hybrider de manière complémentaire avec ces sondes, et on va rechercher quelque chose de plus ou moins spécifique dépendamment de notre question. On peut voir s'il y a juste des bactéries ou des archées dans notre échantillon, mais on peut aussi se demander s'il y a des phylums ou des classes un peu plus importantes que d'autres. On peut donc varier la spécificité de notre sonde. On peut aller chercher des bactéries, ou on peut aller chercher des protéobactéries, ou on peut aller au niveau des classes et voir s'il y a des bêta, des delta ou des gamma protéobactéries. On peut voir s'il y a des firmicutes. On peut également voir s'il y a plus des espèces. C'est un peu plus délicat à faire. Mais vous voyez que déjà, on a une polyvalence de la technique. Il suffit de modifier la séquence que l'on utilise et on peut varier la spécificité de notre séquence. On peut même jouer un peu sur les couleurs, c'est-à-dire que si je veux, je peux colorer toutes les bactéries en verte, toutes les protéobactéries en rouge, et je peux également colorier les delta protéobactéries en jaune, ce qui fait que je peux avoir un panel de couleurs dépendamment de si je vois des bactéries, ou si je vois des delta protéobactéries, ou si je vois des protéobactéries. Elles ne vont pas avoir qu'une seule couleur. Dans certains cas, elles vont en avoir plusieurs. Alors c'est très pratique, surtout si on se rappelle ce qu'on a dit sur le 16S, la variabilité de la séquence au fur et à mesure de l'évolution et de la phylogénie. C'est ce qui a valu à la fiche le nom de coloration phylogénétique. Ça va, on a compris. Oui, j'insiste un peu. Mais comme c'est important, j'insiste un peu. Et justement, ce qui nous amène un peu à ça, c'est la fiche sur du 16S en particulier. Parce que oui, depuis quelques années, on s'est dit que faire de la fiche sur d'autres gènes, ça pouvait être intéressant. Mais voyons ce que l'on peut faire juste en se concentrant sur le 16S. Alors, si vous avez regardé l'épisode sur le 16S, ce que je vous conseille de faire, et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder cette vidéo, puis regarder l'épisode sur le 16S, c'est que la séquence du 16S va varier en fonction de l'organisme. Si on regarde des classes, ou si on regarde des phylums ou des familles, on aura différentes séquences. Ça, c'est entièrement dû à un phénomène qui s'appelle l'évolution, qui est donc une vraie chose. Pour les trois du fond qu'on n'avait toujours pas suivi. Mais au cas où vous n'avez pas vu l'épisode, le 16S c'est quoi? Quand on dit 16S, c'est le gène qui code pour la sous-unité 16S de l'ARN ribosomal. Alors qu'est-ce que c'est un ribosome? C'est une molécule qui va être composée de trois sous-unités, la 30S, la 5S et la 16S. Et le ribosome, qu'est-ce que c'est? C'est un élément fondamental de la cellule qui va faire la traduction entre l'ARN et les protéines. C'est quelque chose de fondamental qui va faire la traduction entre l'ARN et vos protéines. Ça va convertir votre code génétique en protéines pour le métabolisme de vos cellules. Ça va, on a compris. C'est donc quelque chose de relativement important. Et ça, on le trouve partout dans le vivant. Et ce 16S, c'est quelque chose de très résistant. C'est un gène très important, ce qui fait qu'il est peu impacté par les transferts de gènes horizontaux. Vous savez, ces choses où j'ai 3 épisodes sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ça. Rappelez-vous,
la croissance de la chaîne. Et donc ce gène il est vraiment très important pour nous, il permet de faire de la phylogénie. Et il est assez résistant à pas mal d'événements qui permettent justement de muter cette séquence. Et c'est pour ça que quand on parle de fiche, on parle de coloration phylogénétique. On va colorier en fonction de la phylogénie de l'organisme, en fonction de sa séquence de ses S et de sa position sur l'arbre du vivant. À savoir que plus un organisme est actif, et plus cet organisme va avoir de copies de ses S. Plus on va avoir de ces copies sous forme d'ARN, plus on va avoir de possibilités d'hybridation des sondes. C'est-à-dire que plus l'organisme va briller fort. Je travaille dans les sédiments, ce qui fait qu'on a beaucoup d'autofluorescence et que souvent les micro-organismes sont peu actifs. Je passe donc de très bonnes journées au laboratoire. Mais justement, je vais vous expliquer au prochain épisode comment je fais en labo. Normalement, maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'est la fiche. Mais est-ce que vous savez ce qu'est l'histoire de la fiche? Eh bien, on va aller à la pêche aux infos aujourd'hui. Fiche, pêche. Il a fait ça de lac de nerfs, du coton. Alors la fiche, c'est une technique qui est relativement ancienne. Et la fiche, c'est quelque chose qui a été développé en 1969. Et au début, c'était quand même quelque chose d'assez périlleux à faire. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'au lieu d'utiliser des fluorophores, on utilisait des sondes radioactives. Ça coûtait donc cher, c'était délicat, c'était dangereux. Et cette technique, elle a été mise au point par deux personnes, Gall et Pardoux. Ils ont signé 2 articles, donc en 1969 par Gall et Pardoux, et ensuite par Pardoux et Gall. Oui, c'est les mêmes. Ils se sont dit pourquoi pas. Et ces deux gus, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple. Ils ont testé cette théorie de la sonde à hybridation, pour l'hybridation sur des œufs de xénopes, des petites grenouilles. Alors le xénope, c'est quoi? C'est un des organismes modèles en biologie. Ça sert pour l'étude des eucaryotes et de certains de leurs mécanismes. Et ce qu'ils ont fait, c'est dans le premier papier, ils ont testé des sondes à ARN, et dans le deuxième papier, ils ont testé des sondes à ADN. Ensuite, en 1977, on a utilisé la drosophile comme rat de laboratoire, plutôt comme mouche de laboratoire, parce que la drosophile est la mouche du vinaigre. Et Rudkin et Stolar, en 1977, qui se sont dit que la radioactivité c'est chouette, mais si on pouvait éviter de littéralement se tuer au travail, ce serait pas plus mal. Et ils ont utilisé des techniques d'immunohistochimie. Ils ont utilisé des anticorps pour justement cibler ces sondes, et ces anticorps étaient marqués. Et c'est à partir de ces deux expériences que l'histoire de la fiche commence. C'est dans les années 80 que Bowman et collègues ont mis en place la fiche sans avoir besoin de s'enquiquiner avec un anticorps. En effet, en 1982, il a été utilisé de la thymidine marquée avec de la biotine et qui réagissait avec de la peroxydase et de la streptavidine. Mais oui, c'est clair! Ça a été fait en 1982, et c'est dû à une réaction d'histochimie, c'est-à-dire une réaction enzymatique, plus ou moins, qui a permis justement d'émettre une lumière qui a été détectée, et qui a permis donc la mise en évidence par fluorescence un gène. La puissance de cette technique, c'est que déjà on se passait d'éléments radioactifs. C'est donc moins cher, c'est donc moins compliqué, et c'est donc moins dangereux. Et c'est surtout que la microradiographie, le nom qu'on utilise pour détecter et pour faire de jolies images avec des produits radioactifs, c'est que ça a un bruit de fond dégueulasse. Et justement, l'utilisation de ce système enzymatique fait que ça a diminué le bruit de fond et a augmenté l'intensité de la lumière. On avait donc un bien meilleur contraste. Je n'y connais strictement rien en photographie. Et du coup, vous allez me dire, oui, c'est bien, maintenant on a l'histoire, mais comment on fait une fiche? Eh bien, dans les grandes lignes, c'est relativement simple, il suffit juste de suivre les étapes. Tout comme toutes les autres techniques, ce n'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Une recette de cuisine avec des ingrédients qui coûtent un peu cher. Alors, en premier, ce que vous devez faire, c'est déjà faire un échantillon. Par exemple, dans le cas de mes sédiments, je vais aller échantillonner, prélever une partie de sédiments, les mettre de côté, et si jamais vous faites de la fiche en laboratoire ou vous êtes quelqu'un intéressé par cette technique, vous allez garder vos échantillons au frais. Mais vous n'allez pas les congeler, parce que si vous faites ça, vous détruisez vos cellules, avec la formation de cristaux de glace à l'intérieur d'elles. Et si vous détruisez vos cellules, vous ne pouvez pas les observer. Mais oui, c'est clair! Et donc, vous allez passer beaucoup de temps pour ne rien faire. Donc, une fois que vous avez prélevé vos échantillons, vous allez les fixer. Comme je disais dans l'épisode d'avant, la fixation c'est quoi? C'est l'arrêt des processus biologiques. Et on va utiliser quelque chose de vraiment sympathique qui s'appelle le paraformaldéhyde. Le paraformaldéhyde c'est quoi? C'est un produit chimique qui va arrêter tous les processus biologiques. Vous manipulez ça avec des gants donc. Et vous ne léchez pas vos doigts après. Vous les lavez. Déjà en général, lavez-vous les doigts. Et ce produit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des liens entre les molécules à l'intérieur de la cellule, il va solidifier la membrane, et il va arrêter les processus biologiques. On va donc avoir des cellules figées dans le temps, en quelque sorte. En laboratoire, on utilise une concentration de paraformaldéhyde, ou PFA, à 4%. Et on laisse, on trempe nos sédiments dedans, et on laisse macérer entre 1 heure et 90 minutes. Moi, par exemple, en laboratoire, je fais 1 heure. Déjà, mine de rien, vous noterez qu'il a fallu échantillonner, il a fallu sous-échantillonner pour avoir un morceau de nos sédiments,
Et ensuite, il faut bien préparer nos sédiments. Et là, mine de rien, vous avez 1 heure en plus d'incubation. Vous commencez à sentir que chaque résultat que vous voyez en science, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est que le début. Si vous n'aimez pas le PFA ou que vous avez un petit côté breton, eh bien vous pouvez utiliser de l'éthanol pour fixer vos cellules. L'éthanol va remplacer l'eau à l'intérieur des cellules, et l'eau étant quelque chose de fondamental pour les réactions enzymatiques, vous allez donc arrêter les réactions enzymatiques. La différence entre utiliser de l'éthanol et du PFA, ça dépend de quel micro-organisme vous voulez fixer. Il y a quelques petites nuances ça et là. Moi en général j'utilise le PFA. L'intérêt de l'éthanol, c'est qu'il va conserver votre échantillon. Ça va le conserver très longtemps. Mais là vos micro-organismes ils sont fixés. Maintenant il faut les perméabiliser. Il faut faire des petits trous dans la membrane pour autoriser les sondes à aller dedans. Et là on va utiliser ce qu'on appelle un solvant, le Twinvent ou le Triton X. Alors par solvant, ce qu'on veut dire c'est que ce sont des savons scientifiques, même si je vous déconseille de faire la vaisselle avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va laver nos sédiments, nos cellules avec, et on va faciliter la perméabilisation de nos cellules. Ça, c'était la première étape. On vient juste de préparer nos sédiments. Après ça, eh bien, vous pouvez stocker vos sédiments à moins 20 degrés dans un mélange 50-50 avec de l'eau et de l'éthanol. Et normalement, vos cellules devraient tenir le choc et vous pouvez garder ça pendant très longtemps. Et maintenant que vos cellules sont fixées, il faut donc les incuber. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez prendre une partie de votre échantillon préparé, que vous avez fixé la veille, et vous allez l'étaler sur une lame de microscope, ou vous allez l'étaler sur un filtre. Mais là on va partir du principe que vous utilisez une lame de microscope. Et vous allez déshydrater votre échantillon en faisant des bains d'alcool successifs pour remplacer l'eau qu'il y a à l'intérieur, ce qui va faciliter encore plus l'hybridation. Puis vous allez préparer votre mix avec vos sondes et le pourcentage de formamide que vous avez besoin. Alors, le formamide, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une molécule extrêmement dangereuse et toxique également, donc mettez des gants, ne léchez pas vos doigts, encore une fois. No! God, please, no! Et ça va faciliter l'hybridation des sondes en abaissant le point d'hybridation. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de chauffer aussi fort et aussi longtemps. En effet, les sondes se caractérisent par deux choses: leur température d'hybridation et leur pourcentage en formamide. La température d'hybridation, nous en microbiologie, on utilise plus ou moins la même, 46 degrés. Et donc on va jouer sur les concentrations en formamide. Parce que dépendamment de la longueur de votre sonde, et dépendamment de ce que l'on appelle son taux de GC, le mélange de guanine et de cytosine, deux nucléotides qu'il y a dans votre sonde, le pourcentage de formamide, eh bien, il va varier. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir des sondes qui utilisent 35% de formamide, ce qui est un peu le standard. Mais sachez que des sondes, et le pourcentage de formamide qui leur sont adjoints, ça peut varier entre 10% et 70%. Ça a son importance, parce que quand vous voulez faire ce que l'on appelle du multiplexage, c'est-à-dire mettre plusieurs sondes visant plusieurs organismes et donc avoir plusieurs jeux de couleurs, vous allez devoir vous adapter à la température d'hybridation et aussi au pourcentage de formamide. Ce formamide, il va donc faciliter l'hybridation entre votre sonde et votre ADN. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez mettre vos cellules à incuber à 46 degrés pour une durée qui va entre 1 et 4 heures. Alors, je parle évidemment de la fiche normale. S'il y a d'autres types de fiches, ça peut aller beaucoup plus loin. Ou ça peut être évidemment plus court. Moi, par exemple, en laboratoire, en général, je fais des hybridations de 4 heures. L'intérêt de l'hybridation, c'est que ça permet, plus c'est long, plus ça permet à la sonde de s'hybrider facilement, ou plutôt de laisser le temps à la sonde de s'hybrider. Et le problème, c'est que si vous laissez trop longtemps, vos sondes vont s'hybrider de manière non spécifique. Vous pouvez donc avoir un signal qui va être un faux positif. La sonde est là, mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Quelque chose de vraiment sympathique, quand on est comme moi et qu'on travaille sur des sédiments, on peut utiliser du bovine sérum albumine, ou du BSA. L'albumine de sérum bovin, c'est une molécule, une protéine, qui va aider justement à augmenter votre signal par bloquer justement les sources d'autofluorescence. Rapidement, ça va aller se fixer là où la sonde a tendance à se fixer, mais de manière beaucoup plus forte. Ça va bloquer les endroits où elle pourrait se coller de manière non spécifique. Vous allez avoir donc une atténuation de votre autofluorescence et dans le même temps une augmentation de la spécificité de vos sondes. C'est également utilisé lorsque vous faites des PCR sur des sédiments. Ouais, il faudrait qu'on parle de la PCR un jour, parce que c'est quand même un peu la base. Mais plus tard. Alors lorsqu'on prépare une sonde, eh bien il faut quand même qu'on teste sa température d'hybridation. En général, les sondes qu'on utilise, elles ont été testées avant par plusieurs équipes, donc on a quand même une idée de la température. Mais si vous créez une nouvelle sonde, eh bien ce que vous devez faire, c'est que vous devez manuellement regarder la température d'hybridation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites plusieurs fiches avec la même quantité de formamide, mais à plusieurs températures. Vous allez donc avoir des hybridations qui vont aller par exemple de 36 à 48 degrés, degré par degré, et vous allez voir comment ça se passe. C'est très long. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous voyez un résultat dans un papier scientifique, c'est souvent un résultat qui a mis du temps à sortir. Bon, il y a évidemment d'autres facteurs qui peuvent influencer votre fiche, comme le pH, la température, la salinité, mais on va pas rentrer dans les détails. Et d'ailleurs, c'est des paramètres que moi j'ai
très rapidement standardisé quand je fais des manips. A few moments later. Après l'hybridation vient l'étape de rinçage, là où vous allez bien rincer votre échantillon dans un bain répondant aux mêmes conditions de formamide. C'est-à-dire que dépendamment de la concentration de formamide, vous allez avoir un bain spécifique. Vous trempez, vous mettez 1 heure à macérer à 48 degrés, et puis normalement les sondes non spécifiques devraient être rincées, ce qui permet d'avoir la fixation la plus spécifique possible. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment on choisit la couleur de nos sondes? Eh bien c'est très simple, ça dépend justement de ce que vous voulez voir. Par exemple, lorsque vous avez commandé vos sondes, vous avez peut-être pris du C5 ou du C3 ou du FITSI, c'est-à-dire des sondes qui respectivement brillent rouge, jaune et vert. C'est de toute beauté. Et histoire d'être sûr que notre expérience a marché, on va contre-teindre, si je puis dire, notre échantillon avec du DAPI. C'est un intercalant à ADN, un mot scientifique pour dire que ça fout le sbeul dans l'ADN, et qui va s'intercaler entre les doubles brins d'ADN et émettre une lumière bleue. Ça permet de vérifier si ce que l'on observe est une cellule ou non. Parce que s'il n'y a pas de DAPI, en théorie, ça veut dire que ce n'est pas une cellule. C'est pas si simple. Et enfin, la dernière étape, celle qu'on aime bien, c'est l'observation. Si ça s'est bien passé, vous avez de jolies images. Si ça s'est mal passé, vous n'avez pas d'image. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et si vous avez travaillé sur des sédiments, vous avez ce genre d'image. Trouvez la cellule. Vous avez 2 ans. J'utilise quand même une technique qui se base sur la fluorescence pour regarder des microbes qui sont peu fluorescents et peu actifs, donc encore moins fluorescents, dans des sédiments qui sont très autofluorescents. Peut-être pas fait le bon choix. Aujourd'hui, c'est la 3e partie sur les fiches. Toujours rien à voir avec les poissons. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à quoi ça peut servir la fiche. Parce que je vous bassine avec ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des applications concrètes? Alors vous vous doutez bien que si je passe mon temps à dire que c'est bien, c'est qu'il y en a. Par exemple, on va passer rapidement là-dessus, parce que c'est pas notre sujet. Dans l'étude de pathogènes, ça peut être très utile. Ça permet d'identifier justement la présence de ces pathogènes dans un échantillon. Ça permet également de faire de l'analyse de communauté. En effet, vous avez 3 outils qui sont vraiment très intéressants dans ce cas-là. La PCR, qui permet d'identifier un gène spécifique et de voir si bien ce gène est présent ou non, mais on n'a pas d'image, on a juste des données. On a le séquençage, qui lui permet de voir l'entièreté d'une communauté en se basant sur un gène. On peut même pousser ça beaucoup plus loin en faisant de la métagénomique. Mais pareil, on a juste un tableau de données, on a des pourcentages, on n'a pas d'observation visuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir comment ces micro-organismes sont ensemble. Et c'est justement le point fondamental de la fiche. Ça permet de voir qui est là et de voir comment ils interagissent. Je vous ai déjà parlé de l'épisode 1 de l'agrégat de micro-organismes qui a été observé par Bethius et collègues. C'est ce genre de choses que l'on veut voir en fiche. C'est plusieurs micro-organismes de différentes classes, voire même de différents domaines, comme vous pouvez le voir ici, avec des bactéries et des archées. Et c'est ce genre de choses que l'on espère. On peut également voir comment les micro-organismes évoluent à la surface des sédiments. S'il y a des agglomérats autour de tel ou tel minéraux, ou si au contraire ils vont fuir ces minéraux. Et enfin, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en recherche, on aime bien faire de jolies photos et de jolis articles. On aime bien se la péter. Alors pourquoi on aime bien se la péter? Déjà 1, parce que ça fait toujours plaisir à l'ego, mais 2, c'est parce que quand vous faites un bel article avec de jolies photos, ce bel article il est cité plein de fois, il est partagé, et il vous permet d'être un peu plus connu en recherche. Ça me fait penser à quelque chose, le fait de partager des choses, d'être plus connu, plus on partage... Marrant, j'arrive pas à mettre le doigt dessus pourtant. Et justement, ce partage de votre article, ça contribue lorsque vous écrivez bien un rapport pour avoir des fonds pour vos recherches, ça contribue à voir à quel point vos travaux ont été importants pour la recherche, à quel point vous êtes quelqu'un de fiable qui ne va pas justement demander de l'argent et se tirer avec la caisse. Je vise absolument personne. Et puis bon, c'est quand même plutôt sympa de passer plusieurs heures dans un labo, plusieurs heures lors de l'observation, et de se rendre compte que c'est plutôt joli. Alors oui, j'ai dit plusieurs heures parce que moi par exemple, je fais des sessions de 5 ou 6 heures dans une pièce sombre avec comme seule lumière le laser du microscope et l'écran de l'ordinateur. Ce qui fait que des fois, quand j'ai un collègue qui vient me voir au bout de 4 heures pour voir si je suis toujours vivant, ça donne un peu cette impression. Alors comme je vous l'ai dit, la fiche c'est quand même une technique qui présente quelques petits inconvénients. C'est pas si simple. Ou plutôt quelques challenges, rien d'insurmontable. Alors en effet, il est considéré que la fiche est quelque chose d'un peu difficile à mettre en place parce qu'il faut former les gens à ça. Et c'est vrai que
Autant quand vous avez bien en main la technique, ça devient très facile de l'automatiser et de vous organiser en conséquence, autant c'est vrai qu'au début, c'est un peu délicat. Vous avez besoin d'un peu de temps pour vous y faire, de voir ce qui peut marcher ou pas, et surtout de voir la différence entre la théorie et la pratique. Mais oui, c'est clair. De plus, je l'ai un peu mentionné avant, mais n'oubliez pas que chaque sonde peut avoir des spécificités, que ce soit en termes de température ou en termes de formamide. Et quand vous vous retrouvez à faire du multiplexage avec différentes sondes qui ont un degré de formamide différent, ça peut devenir rapidement compliqué. Est-ce que vous faites plusieurs bains au risque de laver vos cellules, ou est-ce qu'au contraire vous faites un bain général avec une concentration de formamide qui va venir entre vos 2 sondes, ou vos 3, 4, 5, 10 sondes. 10 sondes. Vous allez voir que l'épisode d'après, on va détailler beaucoup de sondes. Restez, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on s'éclate. On colorie des bactéries. Un des plus gros problèmes de la fiche, c'est que pour observer vos microbes, vous devez savoir la séquence de vos microbes. C'est-à-dire que pour observer quelque chose, vous devez plus ou moins déjà le connaître. Sauf que dans de nombreux cas, vous ne connaissez pas ce que vous voulez voir. Vous devez donc designer vous-même votre sonde. Soit vous vous appuyez sur des bases de données qui ont été faites avant, ou des gens très sympathiques et très talentueux ont fait des analyses de séquençage et vous permettent de dire « Ah bah tiens, je vais regarder ce gène, et avec un peu de bol, mon micro-organisme est dans ce paquet. » Et vous devez éditer vous-même la sonde. Et ça, c'est un processus, comme je l'ai dit, qui est très long. Dans l'épisode d'après, on va voir justement comment essayer de remédier à ça. De plus, la fiche, ça peut s'avérer rapidement coûteux. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Si vous faites de la fiche normale, la plus basique, vous allez avoir des prix des sondes qui sont à 20-25 € la sonde, ce qui est déjà quand même quelque chose d'assez important. Mais vous pouvez avoir des techniques qui vous demandent pour les mêmes sondes des prix à 250 €. La recherche c'est cher, faudrait penser à la financer, avec les impôts, plutôt que de les détourner. Pardonnez cet écart de gauche. Ce qui peut être intéressant en fiche, ce serait par exemple de réduire également des choses comme le temps d'hybridation. En effet, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et il y a certaines techniques qui essayent de limiter ce temps d'hybridation. J'en ai une en tête, mais ça ce sera un épisode à part. Lorsqu'on fait une sonde, ça veut dire lorsque l'on l'édite de A à Z, c'est-à-dire on prend une séquence, on la transforme en sonde, ça veut pas dire que ça va marcher, il faut donc un contrôle positif pour ça. Et là, les ennuis commencent. Parce que, je vous l'ai dit déjà dans plusieurs épisodes, mais la majorité des micro-organismes ne sont pas cultivés. Quand je dis la majorité, je parle de 99%. Quand je dis la majorité, je dis donc la grande majorité. Ce qui est un peu gênant pour avoir un contrôle positif, qui doit être un micro-organisme où la sonde va marcher dans tous les cas. Et donc pour ça, il y a différentes techniques qui ont été mises en place, comme la clone fiche. Mais pareil, là aussi, vous voyez, on a déjà une petite épreuve à surmonter, encore. Et enfin, on a l'environnement dans lequel on travaille. Parce que je pense l'avoir subtilement dit, mais les sédiments, c'est un environnement complexe. Ah oui, vous avez de l'autofluorescence, qui va donc masquer votre signal. Vous avez également quelque chose que j'ai peu cité, qui sont les acides humiques, qui vont eux séquestrer vos sondes. C'est-à-dire qu'en plus d'une autofluorescence, vous allez avoir un faux positif. Des sondes qui vont être accrochées par de l'acide humique alors qu'il n'y a rien à accrocher. À la boulette. Dans l'épisode 1 de la fiche, je vous ai également dit que une cellule active aura beaucoup de copies d'ARNR 16S. Mais dans les sédiments, les cellules sont peu actives. Et des fois, elles sont même peu nombreuses. Donc on a moins de fluorescence par cellule, et on a moins de cellules pour être fluorescentes. Donc vous voyez déjà la différence entre la théorie, où il s'agit juste de prendre un échantillon, de le mettre un peu n'importe où, de l'hybrider et de l'observer, et la pratique, où vous pouvez avoir énormément de facteurs qui varient. J'aurais besoin de timbre, s'il vous plaît. On est fermé. Non, pas ces facteurs-là. Enfin, un autre cas d'école, ce sont les biofilms. Les biofilms, eux aussi, sont autofluorescents, mais en plus, ils empêchent la pénétration des sondes. C'est même le rôle d'un biofilm. C'est ce qui résulte d'un développement de bactéries qui vont se mettre à produire une espèce de gel qui va les protéger et qui va en même temps capturer toute la bouffe qui traîne. Et les sondes, elles vont être retenues par ce biofilm. Elles ne vont pas s'hybrider dans les cellules à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un joli petit rond bien net, vous allez avoir une espèce de pâté dégueulasse. Mais vous l'avez vu, l'histoire de la fiche, elle a quand même comme conclusion que on avance et on progresse. On est parti de quelque chose de radioactif et un peu bancal à quelque chose de beaucoup plus net. Il y a, tous les ans, tous les 2 ans, une nouvelle technique de fiche à tester. Par exemple, il y a la card fiche qui se base sur une réaction enzymatique. Il y a également la HCR fiche qui, elle, se base sur une réaction en chaîne. On a évidemment beaucoup d'autres méthodes de fiche qui, elles, utilisent d'autres techniques comme la halofiche.
Bien sûr que j'allais faire cette blague. On a également une question de multiplexer ses expériences, c'est-à-dire qu'on peut passer de utiliser quelques sondes pour voir quelques micro-organismes à utiliser assez de sondes pour analyser 10 000 gènes. Je vous cache pas que mon avis personnel là-dessus, c'est que ça commence à flexer sérieux en fiche. Mais vous voyez qu'il y a toujours un peu de progrès qui sont faits en fiche, et je suis quasiment sûr que dans 10 ans, cet épisode pourra être bien corrigé par d'autres techniques de fiche. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle des techniques de fiche, parce que pour le moment, je ne vous ai fait que de la théorie. Maintenant, il faudrait voir un peu la pratique. C'est une technique très polyvalente qui obéit aux besoins et aux questions qu'on se pose. Mais comme toute technique, elle a ses inconvénients et ses défauts. Elle peut être longue, elle peut être compliquée, frustrante et elle a besoin d'adaptation selon vos sédiments, ou plutôt votre échantillon. Je fais une fixette sur les sédiments, c'est là où je travaille. Néanmoins, c'est une très bonne technique qui a fait ses preuves, qui permet justement d'avoir plusieurs atouts dans sa manche, et qui permet de voir des choses que d'autres techniques ne permettent pas. Et ça permet quand même de faire de jolies photos. Et les jolies photos, c'est quand même très joli. Je vais vous présenter plusieurs techniques de fiche, comme ça vous pourrez briller en société, comme nos microbes brillent au microscope. Ceci est l'épisode 4 de la fiche. Et c'est le dernier, plus ou moins. En effet, je vous ai parlé de ce qu'était la fiche, je vous ai parlé de son développement et de sa méthode, et je vous ai parlé évidemment de quelques inconvénients qu'on peut rencontrer. Mais maintenant, il faut peut-être temps que je vous parle de quelques techniques de fiche. Alors dans un premier temps, je vous recommande déjà de lire ces deux publications qui sont vraiment très intéressantes. Après l'épisode. En effet, ces deux publications ne demandent pas vraiment un background scientifique très développé. Ce qu'elles vous demandent, c'est de comprendre l'anglais. Je suis désolé à propos de ça. Mais elle vous fait un listage des différentes techniques de fiches qui ont été faites. Et c'est deux papiers qui sont assez intéressants et rigolos à lire. Oui, rigolo. Oui, je pèse mes mots. Alors la première des techniques, c'est la fiche normale, la fiche vanilla. C'est celle dont j'ai parlé le plus, sans vraiment la citer, et c'est celle qui, justement, est mise en place de manière routinière dans les labos. Technique très simple où vous utilisez des sondes à ADN avec une des extrémités, un fluorophore, une petite molécule qui va émettre de la lumière. C'est une technique très simple qui permet justement de voir un peu ce qu'est la fiche, et à partir de là, vous pouvez voir les autres techniques. On va commencer par celle que je déteste le plus, la carte fiche. Alors oui, vous remarquerez déjà que certains noms de techniques de fiche sont des noms un peu rigolos. Et faut bien s'amuser un petit peu. La carte fiche, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-vous, dans l'épisode 2, quand je vous ai parlé de l'histoire du développement de la fiche, de la jonction d'une enzyme à une sonde. La carte fiche, c'est exactement ce qui va se passer. C'est une technique qui va permettre de transformer la tyramide en un fluorophore. Et ce par l'intermédiaire de la horseradish peroxydase, la HRP, ou la peroxydase de Rayford, mais je vais dire HRP. Et donc cette réaction enzymatique, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va justement être très localisée, ce qui fait que vous allez emmener votre sonde avec l'enzyme dans votre cellule, elles vont s'hybrider, et les réactions enzymatiques vont venir après. Alors c'est une technique un peu plus compliquée à mettre en place, parce que déjà il y a une enzyme à mettre dans vos cellules, c'est-à-dire qu'il faut traiter vos cellules un peu plus fortement, et justement faire des plus gros trous. Ensuite, on va devoir neutraliser un peu les réactions enzymatiques à l'intérieur pour ne pas avoir une réaction enzymatique qui arrive trop tôt, et donc louper votre signal. Et enfin, vous allez adjoindre votre molécule de tyramide qui va réagir avec les composants alentours, mais de manière très localisée au niveau de l'enzyme. Et ceci va créer justement un faisceau de lumière, un signal lumineux qui va être observé au microscope. Alors c'est très joli, ça a une très bonne résolution, et c'est une technique très utilisée dans les sédiments, parce qu'il y a un très beau contraste. L'ennui, c'est que c'est très compliqué à mettre en place, je trouve, et que c'est une expérience qui peut être longue et qui peut ne pas marcher. En effet, ne serait-ce que la HRP, il faut la faire passer dans la cellule. C'est une grosse protéine. Rien que ça, déjà, vous sentez que ça peut déjà aller mal de ce côté-là au niveau de votre réaction. Mais il faut quand même admettre que c'est une technique très utilisée et qui permet de faire de jolies images dans les sédiments. Sédiments qui sont sa mère la pute, durs à observer au microscope. Nique ta mère. C'est une technique qui a fait ses preuves de très nombreuses fois et qui permet d'augmenter le signal de 26 à 40 fois. Combien ? Notamment dans les milieux où les micro-organismes sont peu actifs, comme dans les sédiments. Mais bon, il faut inhiber les réactions enzymatiques, il faut être sûr que tout soit neutralisé pour ne pas avoir une réaction qui arrive trop tôt, il faut réussir à incuber votre sonde pour faire rentrer vos sondes avec vos protéines dans la cellule, parce que c'est quand même une bonne grosse protéine. Plus c'est gros et mieux ça passe.
Ah bah non, justement, pour ce cas-là, plus c'est gros, plus ça passe pas. Ah oui, et niveau couleur, on l'a dans l'os. Parce que, certes, c'est joli, mais on a un panel de couleurs relativement limité, et on peut pas multiplexer. Enfin, si on le peut, mais ça veut dire qu'on doit le faire à chaque manip. C'est-à-dire que multiplexer, normalement, par exemple, si on veut le faire avec 4 sondes, on prend 4 sondes et on les met toutes les 4 dans le même tube. Avec la carte fiche, vous devez faire une par une. C'est-à-dire que ça va être une expérience qui va vous prendre beaucoup de temps. Bon courage. Ça se sent que j'aime pas cette technique? Ouais, moi je continue alors. De plus, le fait que la protéine soit attachée à la sonde va modifier la courbe d'hybridation. C'est-à-dire que si une fiche, vous avez une courbe d'hybridation donnée, il faut vous attendre à ce qu'elle soit modifiée. Bah oui, parce qu'une énorme protéine va ralentir l'hybridation de votre sonde. Et enfin, dernier argument, c'est le prix. 240 €. C'est un peu cher. Faut le multiplier par 2, 3, 4 ou 5 si vous voulez faire du multiplexage. Le prix peut monter très vite. Alors certes, c'est une très bonne technique qui fait de très jolies images, mais moi je trouve qu'il y a d'autres techniques qui peuvent être un peu plus adaptées. Et on va les voir un peu plus tard. La Halo Fiche. Rien à voir avec le jeu vidéo encore une fois, mais j'aime bien faire la blague et je vais continuer. C'est une technique qui va utiliser du sel pour justement faciliter l'hybridation de nos sondes. Du coup, rien à voir avec le jeu. Ah bah si, en fait. Ce qui va se passer, c'est que l'ADN qui n'est pas fixé aux sondes va être lavé, et va donc partir de la cellule. On va donc avoir comme seule observation les morceaux d'ADN qui vont être hybridés à nos sondes. J'ai jamais essayé, je connaissais pas vraiment la technique, non, mais je trouvais le nom assez marrant, et ça fait toujours du bien de voir d'autres techniques. La micrographie de Raman, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui utilise la longueur d'onde d'excitation et d'émission de différents composés pour les identifier. On peut donc avoir différentes couleurs sans vraiment teindre nos cellules. On peut voir des inclusions à l'intérieur de bactéries, comme des inclusions de soufre ou des inclusions de nitrate. Oui, c'est quelque chose que l'on va voir, vous inquiétez pas, le script est même déjà écrit. Enfin, les micro-organismes avec leur inclusion, pas la technique en elle-même. On va donc utiliser des sondes non radioactives et les modifications justement dans les composés tels que le carbone 13 pour voir une différence de couleur et identifier nos micro-organismes. La RNA fiche. Alors la RNA fiche, c'est quoi? C'est bien de la fiche où l'on utilise des sondes ADN mais avec des sondes ARN. Ça permet d'amplifier le signal et ça permet également de voir quelles cellules sont métaboliquement actives. Pour l'avoir fait une fois, c'est vrai que ça marche plutôt bien, mais à part ça, il n'y a pas grand chose de nouveau. Vous devez être juste plus précautionneux lors de vos manips parce qu'il y a beaucoup d'enzymes qui s'appellent des RNAs et qui vont essayer de grignoter vos sondes. La clone fiche. J'adore cette technique. Cette technique, elle est très simple. C'est lorsque vous avez une sonde qui n'a pas été commercialisée et vous n'avez pas d'échantillon de test positif, vous faites une clone fiche. Pour que t'ailles te faire encloner à fond. Vous allez prendre une bactérie Escherichia coli, vous allez la faire grossir en culture, vous allez la transformer. Rappelez-vous, l'épisode 2 des transferts de gènes horizontaux, tout est lié. Et vous allez inclure à l'intérieur de cette cellule un plasmide. Ce plasmide aura la séquence du gène que vous cherchez. Vous allez avoir donc une cellule, E. coli, qui aura un plasmide avec un gène, et ce gène, c'est le gène que vous cherchez. Vous avez donc connaissance de ce gène. Vous pouvez donc faire une sonde à partir de ce gène, qui va être complémentaire, et vous allez donc hybrider votre sonde sur E. coli. Si ça marche, félicitations, en théorie, votre sonde fonctionne. Oui, en théorie, parce que la forme que peut prendre ce gène dans les cellules nativement peut être un tantinet différent. C'est pas si simple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la bonne sonde, la bonne séquence, et ça ne va pas marcher. Parce que la science, ou plutôt parce que la configuration du gène dans la cellule va faire en sorte que ça va être très difficile d'hybrider la sonde. On a quelques petites subtilités, on ne fait pas que grossir la cellule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la gaver de produits chimiques pour stimuler la synthèse de ce plasmide, on va utiliser de l'IPTG, et 2, on va l'empêcher de se développer, de se diviser, avec du chloramphénicol. Et ces deux facteurs vont faire qu'on va augmenter le nombre de plasmides dans la cellule, ce qui va faire qu'on va augmenter l'intensité lumineuse dans la cellule. Alors pourquoi ça marche? C'est très simple, c'est parce que l'IPTG va stimuler la production du phage T7, un phage qui est inclus dans ce plasmide et qui est en état dormant. Et ça fait tellement longtemps qu'il est en état dormant qu'il fait partie de ce plasmide. Rappelez-vous l'épisode sur les virus, tout est lié. Et justement, l'IPTG va stimuler la synthèse de la séquence de ce virus, c'est-à-dire que ça va faciliter la copie
de la séquence du T7 et de ce qui suit après, notamment la séquence de votre plasmide, où il y a votre gène. Il faut quand même faire attention dans cette technique à ce que la séquence que vous voulez étudier ne soit pas déjà présente dans votre cellule, sinon vous allez avoir un faux positif, ce que vous ne voulez absolument pas, parce que vous pouvez justement faire une analyse avec une sonde qui ne marche pas, et ne pas le savoir. Ça peut être très frustrant. No, God, please, no! Mais c'est une technique très complète, parce que vous apprenez à faire de la PCR, à faire du clonage, Quand je vous disais d'aller vous faire encloner, je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à le faire. à faire de la culture des micro-organismes et à faire de la fiche. Et c'est vraiment très intéressant. La dope fiche, très simple. Une fiche, c'est quand il y a un fluorophore sur une sonde. La dope fiche, c'est quand il y a 2 fluorophores sur une sonde. Ce sera tout pour aujourd'hui. La classifiche. La classifiche, c'est quoi? Eh bien, vous voyez ce qu'est un code barre. Eh bien, imaginez ça, mais avec des couleurs. On va utiliser différentes associations de sondes, et cette association de sondes va donner une couleur définie à un type de microbe. Là, on part dans du multiplexing de l'extrême, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment confirmer les résultats de l'expérience à l'œil humain. On a besoin d'une analyse par informatique. En effet, on va par exemple essayer de mettre en place un code couleur comme bleu, vert, rouge pour delta protéobactéries, bleu, vert, vert pour gamma protéobactéries, vert, jaune, vert pour delta protéobactéries, et d'autres couleurs pour d'autres classes de micro-organismes. Il n'y a pas que les protéobactéries dans la vie non plus. Alors comme toute fiche, le problème c'est que vous devez connaître les séquences d'intérêt de vos micro-organismes. C'est-à-dire que plus vous allez multiplexer, et plus vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez donc besoin d'être en terrain relativement connu. Et c'est des techniques qui marchent beaucoup pour de la microbiologie médicale, comme l'exploration de cavités orales ou de microbiote. Mais c'est vrai que pour nous, les microbiologistes qui travaillent dans les sédiments et les environnements peu connus, c'est un peu contradictoire. On veut en savoir plus sur quelque chose que l'on ne sait pas. Et on ne peut pas vraiment utiliser ça avec une technique où on a besoin d'en savoir plus. Mais je dois admettre que c'est une technique extrêmement puissante, que j'aimerais bien essayer un jour, et qui permet d'avoir de très jolies images. C'est de toute beauté! Et en parallèle de très jolies images, d'avoir de très beaux résultats. Mais on peut aller encore plus loin dans le flexage de couleurs. Laissez-moi vous présenter la hyperfiche. Une fiche qui permet de pousser le concept plus loin avec l'utilisation de 1024 couleurs et l'observation de 10 000 gènes. Là, on est dans des échelles qui sont beaucoup plus importantes que simplement 5 sondes et 3 micro-organismes. Ici, là, on flex fort. C'est presque pour se la péter. Inutile de vous dire que là vous avez besoin d'utiliser le matériel informatique parce que l'œil humain il va pas faire la différence. C'est un processus qui est extrêmement poussé, qui peut être très utile en pathologie ou en analyse de microbiote humain, là où on sait à peu près ce qui vit et à quoi s'attendre, et c'est vrai que ça a le défaut on a besoin de savoir ce que l'on observe. Même problème que pour toutes les fiches. L'idée c'est qu'on va utiliser une sonde doublement marquée, qui va donc exprimer 2 fluorophores, et on va essayer de faire ça sur plusieurs gènes, ce qui va permettre d'avoir une carte de notre échantillon. Quand je dis carte, c'est qu'on va vraiment avoir une observation visuelle de nos microbes, et de où ils se trouvent, et de comment ils s'organisent. Habile. Pour moi, c'est intéressant, mais là on a le travers des nouvelles techniques. On veut pousser beaucoup plus loin, et ça a une implication qui est vraiment très réduite. Parce que justement, on doit savoir ce qu'il y a dans notre échantillon. Et il y a beaucoup d'échantillons, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, par principe. À la boulette. Et enfin, laissez-moi vous parler de la technique que j'utilise en laboratoire le plus souvent, la HCR fiche. Une fiche qui se base sur un principe de réaction en chaîne. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, un peu comme la méthode précédente, la hyperfiche, on va utiliser une sonde qui n'est pas marquée. Cette sonde non marquée, elle va avoir un brin qui va rester ballant, qui va flotter aux 4 vents, une fois qu'elle s'est hybridée. Et là vient la magie. C'est pour la magie. On va utiliser des sondes qui sont, elles, marquées et qui vont s'hybrider avec ce brin flottant. Une première sonde va s'hybrider à ce morceau de brin et va émettre une lumière. Et elle va également avoir un autre brin flottant. Et on va utiliser une deuxième sonde qui, elle, va s'hybrider au brin flottant de la sonde fluorescente et qui va aussi avoir un autre morceau qui va flotter aux 4 vents. Et cette sonde, elle va être complémentaire de la première, qui va venir se fixer. Donc on va avoir une succession, une réaction en chaîne, d'hybridation en hybridation, et avoir chaque
eh bien, hybridation qui va augmenter le signal. Ça permet une augmentation de signal 8 fois plus importante que pour une fiche normale. Ça permet également de se passer de réactions enzymatiques, et ça permet de faire des fiches qui sont quand même un peu plus à taille humaine, tout en ayant beaucoup plus d'informations. Le seul bémol, c'est que vous avez deux étapes d'hybridation. Vous avez une première où vous allez hybrider votre sonde initiatrice, et ensuite une deuxième étape où vous allez hybrider votre sonde amplificatrice. Mais c'est pas vraiment un énorme problème. Et puis de toute façon, vous n'êtes plus à ça près. Vous avez déjà passé 4 heures dans le laboratoire, 2 heures de plus, c'est pas la mort. J'espère. Vous avez une multitude de techniques de fiches qui sont bien disponibles et donc vous pouvez vous renseigner sur les documents que j'ai déjà cités un peu plus tôt. En attendant, peut-être que je ferai un autre épisode sur d'autres méthodes de fiches, mais voilà pour celles que je connais le plus ou celles dont j'ai entendu le plus parler. Il y a également d'autres techniques de fiches qui sont elles peut-être plus pour les eucaryotes ou plus pour certains types d'environnements. En attendant, moi j'espère que l'épisode vous a plu, c'était le dernier épisode sur les fiches. Et n'hésitez pas à partager l'épisode, à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode.